Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion Léla. La question, elle est importante. Quel est le travail fourni depuis la rentrée par les enfants, par les élèves? Parce que on n'a parlé que de chiffres, on n'a parlé que du Covid. Mais aujourd'hui, quel est le niveau scolaire de nos enfants, que ce soit en maternelle, en primaire, au collège ou au lycée? Et là, je crois que ça serait bien qu'on revienne aux valeurs du travail des élèves. Et là-dessus, je pense qu'on a quand même pas mal de questions à se poser. On va le faire ça dans Causement Réunionnais. Bonsoir, Daniel Amouni. Bonsoir. Vous êtes donc président de FCPE, Oui. Fédération des conseils d'école. Fédération des conseils des parents d'élèves. De parents d'élèves, pardon. La question, c'est pourquoi, depuis le Covid en mars, on ne parle plus du travail des élèves à l'école? Alors, je ne dirais pas qu'on n'en parle plus, mais c'est vrai que quelque part, ça a été occulté. Il faut aussi se dire que cette crise a montré un certain nombre de failles, un certain nombre de dysfonctionnements au niveau de l'éducation. On en parlait, par exemple, du décrochage scolaire, on parlait moins, on va dire, du décrochage scolaire, même si on a des chiffres, mais ce n'était que des chiffres, où on parlait encore de la problématique, par exemple, de l'autisme, donc des personnes de porteurs de handicap, et on se rend compte qu'il y a aussi il y a eu une fracture numérique importante. Donc ça a été révélateur d'un certain nombre de problématiques qui étaient plus ou moins connues, mais pour lesquelles on en parlait, mais on mettait pas forcément les moyens. Et donc, ce que a révélé cette crise, c'est ces inégalités et du coup l'absence de solutions, ou tout du moins la recherche de solutions, a focalisé l'attention de tout le monde pour justement essayer de réduire ces fractures pour permettre aux enfants de pouvoir continuer leur scolarité. Et c'est là où aujourd'hui on a aussi des discours un petit peu différents, où à un moment donné on mettait porté haut et fort le distanciel en disant que l'éducation nationale avait su répondre, etc. Et ensuite, quand on a dû retourner à l'école, on a dit bon, le distanciel ce n'est pas si bon que ça. Et mais on n'a pas, je pense, totalement tiré les leçons de cette expérience-là. Et mieux que ça, mieux encore, il y a cette décision qui va bientôt arriver, c'est que l'école va être obligatoire à partir de 3 ans. On va juste rappeler que ce qui est obligatoire, ce n'est pas l'école, c'est l'instruction. Et quand on dit que l'instruction n'est pas obligatoire, c'est-à-dire qu'à 10 ans, un enfant qui est resté chez lui passera un test pour savoir si ses parents lui ont donné les éléments de base. Donc, c'est une volonté de monsieur le président de la République, donc de faire en sorte qu'à partir de 3 ans, l'école soit obligatoire. L'instruction soit obligatoire à l'école. Pas la même chose. Si, ça veut dire que l'école est obligatoire. L'école, oui, devient obligatoire, mais il y aura toujours une possibilité de faire à domicile sous raison médicale. Mais effectivement, la norme va devenir l'école est obligatoire. On va rappeler pourquoi. Apparemment, c'est un outil pour lutter contre le séparatisme islamiste. Ou islamique. C'est ce qui a été annoncé. Là-dessus, moi, je n'ai pas d'opinion encore, puisque je ne sais pas, à part l'annonce qui a été faite par le président, ce qu'il y a derrière. Parce que il ne faut pas, encore une fois, que l'on soit dans un effet de com' et d'affichage, comme ça a toujours été le cas, parce que au-delà du fait que l'école devienne obligatoire, ce qui, moi, me convient tout à fait, en tant que fédération de parents d'élèves qui est pour la gratuité, pour l'école laïque, publique, républicaine, gratuite, que tout le monde aille à l'école, c'est une bonne chose, parce que effectivement, l'école à la maison peut être sujet, dans certains cas, à une dérive, et notamment une dérive malheureusement sectaire. Pas que le séparatisme, mais on a aussi le côté religieux, enfin il y a différentes formes qui faisaient que des parents ne mettaient pas leurs enfants à la maison pour leur donner l'éducation qu'ils souhaitaient. Ça, je pense que ça va amener un certain nombre de débats, mais moi, en tant que nous, à la FCPE, je pense ce qui est important, c'est derrière, concrètement, comment cela va être mis en place, et encore une fois, avec quels moyens. Parce qu'à partir du moment où vous rendez l'école obligatoire,
ça exige, encore une fois, on va dire que je me répète, mais soit ça va augmenter le nombre d'élèves par classe, et on sait que déjà, c'est déjà surchargé, ce qui veut dire que derrière, quels sont les moyens en termes de recrutement d'enseignants, en termes de locaux, en termes de... Par exemple, il aurait pu annoncer que les enseignants de l'éducation nationale qui sont détachés dans le privé reviennent dans le national, enfin dans l'éducation publique. Par exemple, les parents ont la liberté de choisir. Il a dit, vous garderez la liberté. Moi, je suis pas contre que les parents choisissent l'école publique ou l'école privée. Mais à ce moment-là, si vous voulez aller dans l'école privée, moi, j'aurais aimé qu'il annonce que les moyens du public seront renforcés. Et si vous faites le choix d'aller dans le privé, c'est votre choix. Mais qui dit école privée dit financement privé et non pas financement public. Donc, on a bien entendu qu'il n'y aura pas de débat sur ce sujet-là parce qu'il ne veut pas revenir là-dessus. C'est dommage. C'est dommage. C'est l'occasion puisque on change de paradigme, comme il l'a dit. Et donc, ça ne peut pas être que dire l'école sera obligatoire. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Quels sont les moyens qui vont être donnés à l'école publique? Puisque c'est l'école de la République. C'est l'école qui accueille tout le monde, quelle que soit sa condition, quelles que soient ses origines. L'école publique, c'est l'école de tous les Français. Et donc, il faut mettre les moyens, encore une fois. Je vais vous poser une dernière question là-dessus. Après, je vais revenir à ma première question. Oui. C'est le travail actuellement. Et effectivement, j'entends les remarques que vous faites, mais il y a une chose qui est vraie, c'est-à-dire que en voulant absolument que les enfants soient à l'école à 3 ans, il y a une volonté du président et de ce gouvernement d'avoir, je dirais presque, la mainmise ou le contrôle sur les différentes générations. Alors, je ne sais pas si c'est le contrôle sur les différentes générations, mais que l'État contrôle la qualité, puisqu'on va y arriver, de l'enseignant qui doit être donné à nos enfants par l'intermédiaire des enseignants, des programmes, qui donc est un programme national, même si on peut avoir des adaptations locales, mais on ne peut pas avoir des enseignants qui interviennent dans l'établissement sans qu'il y ait un contrôle, ce qui était encore le cas aujourd'hui. Et donc, sur cet aspect-là, ça ne me pose pas de problème. Sur l'aspect, en fin de compte, va être le contenu du programme, hein, c'est ça en fait, qui fait que entre guillemets on contrôle pas. J'espérais qu'on n'est pas là pour contrôler les enfants. Et puis il y a aussi un élément, c'est qu'il y a une volonté gouvernementale, mais il va falloir quand même passer le test de la constitutionnelle, parce que ça exigera peut-être une modification de la Constitution. Je ne sais pas. Et je reviens à ça parce que là, je parlais au début de l'interview de la qualité du travail. Et est-ce que aujourd'hui la qualité du travail, c'est un élément qui est constant? Est-ce que c'est ce que tout le monde veut? Est-ce que c'est ce qui est encore nécessaire pour préparer l'enfant au diplôme, à devenir des professionnels? Est-ce que, quitte à remettre en cause, est-ce que c'est pas tout le socle qu'il faut revoir jusqu'à la finalité? Parce qu'on a l'impression que l'école ne va plus dans le même sens. Oui, il y a une constance et une cohérence à la FCPE. Nous avons toujours dit que c'est un ensemble et qu'on ne peut pas modifier une chose et pas le reste. Donc on ne peut pas modifier les programmes sans se poser la question des rythmes scolaires, sans se poser la question de l'organisation de l'école, du transport, de la restauration. Toutes ces questions sont liées quelque part, et parce que tout cela concourt, des fournitures scolaires, tout cela concourt à la qualité et de l'enseignement et de l'éducation que l'on donne aux enfants à l'école. Si vous avez un enfant ou des enfants qui ont du mal à se nourrir parce que les parents sont dans ce qu'on appelle ceux qui sont en dessous du seuil de pauvreté, donc qui ont du mal à joindre les deux bouts, malgré les critiques que l'on peut attendre sur les aides qu'on leur accorde. Mais s'il n'y avait pas ces aides, ils ne pourraient pas éduquer correctement leurs enfants. Donc c'est la société aussi qui doit se regarder en face et de voir qu'est-ce qu'on veut comme société pour nos enfants et la société de demain. Donc si vous avez des enfants qui sont en difficulté chez eux, ces difficultés se répercutent
au niveau de l'école. Je parle du petit déjeuner, je parle du déjeuner, donc au sein de la cantine. Le transport, c'est pareil. Quand vous avez des enfants qui se lèvent à 4 heures du matin pour aller à l'école et qui rentrent le soir pas avant 7 heures, et qui en plus doivent faire des devoirs à la maison, donc qui se couchent donc à des heures pas possibles pour se réveiller le lendemain. Donc cette qualité de vie a forcément un impact sur la qualité du travail à l'école. Alors, la qualité, justement, est-ce que ça a encore une valeur aujourd'hui ? Je le dis parce que dans la dernière discussion qu'on a eue, on a pris en compte qu'il fallait mettre les enfants en sécurité, les préserver de la contamination. Mais on a l'impression que chacun essaye de faire son travail, je ne critique personne, mais à l'arrivée, qui s'occupe vraiment de savoir si l'enfant est en état de bien acquérir ce pourquoi il va ou elle va à l'école? Alors c'est, encore une fois, pour nous, un travail d'équipe, c'est-à-dire qu'il y a l'enfant, il est à l'école, il doit pouvoir donc suivre sa scolarité dans les meilleures conditions. On doit avoir en face des enseignants qui apportent le meilleur enseignement possible et qui doivent, non pas faire du leur possible, mais faire le maximum pour assurer la continuité pédagogique dont on n'arrête pas de nous parler. Il ne s'agit pas seulement de dire il n'y a aucune école de fermée. Il faut que il faut que les écoles soient ouvertes, mais ils ne doivent pas être ouverts dans n'importe quelle condition. Mais nos enfants ne doivent pas non plus pouvoir travailler dans n'importe quelle condition. Et à ce moment, tout ça a un impact. Mais au-delà de ça, le côté pédagogique, c'est le rôle de l'équipe d'enseignants de s'adapter et de mettre en place les mesures qu'il faut. À votre avis, est-ce que l'équipe enseignante a été vraiment fière de voir les résultats du bac de l'année dernière? Je pense que oui. Je pense que oui, parce que, encore une fois, je l'ai dit et je le redis, ce n'est pas un bac Covid, ce n'est pas un bac donné, ce n'est pas un bac dégradé, c'est le résultat du travail de nos enfants sur toute une scolarité. Le bac n'est pas une fin en soi, c'est un passage obligé pour ceux qui veulent poursuivent leurs études universitaires au niveau supérieur, mais c'est aussi le point de départ peut-être pour certains vers un projet, la mise en œuvre de leur projet professionnel pour ceux qui ne veulent pas forcément poursuivre ces études mais rejoindre le monde du travail. Et donc le bac sanctionne un certain nombre de connaissances qui ont été donc emmagasinées sur plusieurs années et notamment sur les 3 dernières années. Et le bac, on en a tenu compte. Encore une fois, du parcours scolaire de l'élève. Alors oui, il y a eu de la bienveillance, mais il y a toujours eu de la bienveillance. Mais il est vrai aussi que le fait que certains élèves qui n'ont pas eu à subir, on va dire, un examen, il y a eu ce stress en moins. Il y a eu tout le côté un petit peu... ne serait-ce que les épreuves orales. Les épreuves orales, donc qui bloquent parfois même parfois de bons élèves, et qui fait que ils n'ont pas eu cette situation-là, qui fait que les résultats ont été plus importants, on va dire. Plus importants, effectivement. Mais pourquoi je vous pose cette question-là? Parce que cette situation va de nouveau se présenter l'année prochaine. Parce que on a ajouté un petit peu de contrôle continu au bac de 2021. Avec les années à venir, on va faire rentrer de plus en plus de gamins très tôt, donc, à la maternelle, dès 3 ans, avec cette volonté du président. Ça veut dire qu'il y aura de plus en plus de gens qui vont se présenter aux examens, sans doute de plus en plus de réussite. Mais quelle réussite? Quelle va être la valeur de la réussite? Et pour quelle suite post-bac? En France, on aime bien les chiffres, on aime bien les statistiques, on aime bien afficher qu'on a eu tant de % de réussite. C'est oublier aussi tous ceux qui n'ont pas réussi à atteindre le bac. Mais encore une fois, le bac n'est pas le seul examen. Il y a bien sûr les bacs pro, mais il y a aussi les CAP. Il y a ceux, malheureusement, qui quittent le système scolaire sans diplôme. Mais aujourd'hui, ce qui est important de prendre en ligne de compte, c'est est-ce que l'enfant, de manière individuelle, il a, grâce l'instruction
et d'éducation qu'il reçoit de la part de la communauté éducative, qui englobe donc les enseignants, les parents, l'administration, est-ce que ça lui permet d'avoir les bagages et les outils nécessaires pour réussir son projet de vie? Parce que ce n'est pas tant que ça le diplôme. Le diplôme lui permet effectivement d'ouvrir un certain nombre de portes. Mais quelqu'un qui choisit une voie, par exemple, professionnelle, donc il n'a pas le bac, il a un CAP, ou alors peut-être qu'il va vers un bac pro par la suite, etc. Mais c'est la finalité. C'est je me forme pourquoi et qu'est-ce que je veux faire. Et la réussite ne peut pas se mesurer, de mon point de vue, uniquement en termes de pourcentage de réussite au bac. Mais le nombre d'enfants qui ont eu le bac et qui aujourd'hui est au chômage, est-ce qu'on peut parler de réussite? Le nombre d'enfants qui souhaitent poursuivre des études supérieures et qui n'ont pas de place au niveau universitaire, est-ce qu'on peut parler de réussite? Qu'est-ce qu'on fait de ces enfants-là? Qu'est-ce qu'on fait de tous ceux qui ont leur rêve, leur projet, encore une fois, de vie et qui se voient barrer la route, encore une fois, parce qu'il n'y a pas suffisamment de place, ou il n'y a pas suffisamment de filière, ou de place dans la filière qu'il a choisie, et qu'il soit obligé de choisir autre chose. Donc, encore une fois, c'est les moyens en face. C'est bien beau d'afficher 80-90%, on pourrait même afficher 100% de réussite au bac éventuellement. Pourquoi pas? Mais quelle est la finalité de tout ça? Donc, on passe le stade de la qualité du travail, c'est dans quel état d'esprit un bachelier va aborder, j'allais dire, tout ce qui est son post-bac, la vie qui va suivre. C'est quand même très important. Je veux dire, y aller, c'est une chose. Gagner le bac, obtenir son baccalauréat, c'est une chose. Mais après, dans quel état d'esprit on se met? Quand on a vu qu'il fallait pousser les murs pour faire rentrer tous les bacheliers dans les cours qu'ils avaient choisis, on voit que là aussi, on a été un petit peu... Tout à fait. La FCPE, donc, son rôle s'arrête au niveau... après le bac. Enfin, du moins, quand l'élève quitte, on va dire, la formation initiale, puisque, encore une fois, on peut sortir avec un CAP, un bac pro, un BTS, etc. Donc, quand il quitte la filière initiale, donc il va faire des études supérieures ou pas, donc notre rôle s'arrête là. Mais aujourd'hui, il y a des syndicats d'enseignants qui montent au créneau, par exemple, sur le manque de place dans les universités, sur les conditions des étudiants. Donc, voilà, il y a une continuité. Nous, parents qui sommes parents d'élèves, devenant ensuite parents d'étudiants, nous sommes là pour les accompagner, mais c'est à eux de prendre leur destin en main. Et c'est en ce sens que nous n'intervenons pas au niveau des études supérieures, ça ne nous empêche pas d'avoir un avis, mais c'est aux élèves, enfin aux étudiants de se prendre en main. Et effectivement, lorsqu'on quitte l'établissement scolaire avec son diplôme dans les circonstances actuelles, on est en droit d'être un petit peu inquiet, mais en même temps, ce sont des jeunes qui doivent préparer leur avenir, et c'est aussi l'avenir de la société, puisque c'est eux qui seront la société de demain. C'est ce qu'on a toujours dit, nos enfants, c'est l'avenir de la société. Et il faut qu'il y ait une continuité au niveau supérieur, là aussi de moyens de la part du gouvernement. Il faut permettre à chaque élève de pouvoir suivre son projet. Or, aujourd'hui, nous savons très bien que les élèves doivent rentrer dans des cases. Et s'il veut aller dans un triangle, il peut pas. Parce que aujourd'hui, on forme les jeunes pour répondre aux besoins de l'économie sans tenir compte de son projet. On peut parler, par exemple, du côté artistique. Il n'y a plus de... Est-ce qu'on apprend encore des poésies à l'école? Est-ce qu'on fabrique... Aujourd'hui, les artistes sont fabriqués par la télévision, mais quelqu'un qui veut devenir écrivain, qui voudrait devenir peintre, etc., il n'y a plus de formation réellement. Il y a les beaux-arts, mais il n'y a pas beaucoup de place. Donc, la société, en fin de compte, elle forme des jeunes, mais ils veulent former tous les jeunes dans un même moule. Après, on vous donne quelques filières
mais la finalité est la même, c'est remplir les besoins des entreprises. Or, aujourd'hui, et les jeunes le disent, on voit aussi dans les cadres qui souvent, après avoir fait 5-6 ans en tant que consultant, en tant que cadre, se reconvertissent dans autre chose. Ça veut dire que quelque part, ils ne veulent plus rester dans ces cases-là. Et ça, l'éducation nationale a du mal à évoluer pour intégrer cette dimension et de permettre effectivement aux jeunes de choisir réellement ce qu'ils veulent faire. Et aussi, on ne l'accompagne pas suffisamment dans cette réflexion-là. En tout cas, ça c'est un point, et là-dessus, Daniel Amouni, je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir et surtout de débattre, voir un petit peu en profondeur et surtout en termes de qualité. Est-ce que l'enseignement qui est inculqué à nos enfants correspond d'abord à ce qu'ils peuvent vouloir, est-ce que c'est une passerelle qui va les amener vers la vie qu'ils veulent, parce que c'est ça. Aujourd'hui, on a plus l'impression que un jeune peut choisir sa vie. On a l'impression que, comme on a dit, comme vous avez dit tout à l'heure, c'est des cadres. On met en place des cases et puis ils avancent vers le chemin qu'on leur a défini. Et je pense que ça va être un sujet très intéressant. C'est pour ça que je voulais parler tout à l'heure de la qualité du travail, parce que en fait, la qualité, elle disparaît avec le temps parce que l'envie n'y est plus. Merci, Daniel Amouni, pour cette information. Donc, vous êtes président de la FCPE. On aura l'occasion, on n'a pas parlé des élections et surtout pas on va parler de votre nouveau travail. Vous avez été nommé, juste pour dire. J'ai été élu donc administrateur national, donc je serai donc au conseil d'administration national de la FCPE pour porter la voix de la Réunion et de l'océan Indien prioritairement, mais il y a d'autres dossiers. Donc, on aura l'occasion de vous voir donc à votre tour, puisque vous partez jeudi. Donc, on va l'occasion de voir un petit peu en quoi consiste ça, et puis quelles sont les pistes de travail que vous avez ouvertes. Très bien. Merci, Daniel Amouni. Merci, j'allais vous dire merci. Nous, on va regarder un autre reportage concernant Mirella Elaya. Elle va parler, cette plus de charcuterie, mais de samoussa, puisque la famille Elaya est aussi passionnée de samoussa. Vous allez voir que le samoussa d'acatine pimenté, ça a fait fureur. Comment ça se passait, la vente à la criée? En fait, papa qui arrive avec son petit panier à la main, il t'a écrit avec un franc gagnant, là tout le monde arrive. Après, il t'a dit, ben, là, la main à la poche, le doigt au panier, puis il dit, Azot, il a son produit, mais Azot a vendu de l'argent aussi. Voilà, il passe un petit peu la station, un petit peu partout. Et comment l'idée, justement, l'est venue de dire, puisqu'il marche, il faut essayer de faire plus pour mieux vivre? Alors, comment l'idée est venue? Je connais avec... c'était un genre, comment dire ça, force, parce que nous avions envie d'ouvrir notre entreprise. Donc, c'était un moyen pour nous d'avoir un petit pécule, un petit peu d'argent, pour justement monter cette petite bâtisse. Ici, avant, on avait la charcuterie et on vendait samoussa avec. Voilà. Entre la charcuterie, entre les samoussas, comment on organise Azot pour que les autres sortent Azot? En fait, nous l'a dit à nous que connaît quelqu'un, quand il attrape son petit bout de viande, il a besoin d'apéro. Et l'Irode aussi, connaît de mon Irode est à la tradition. Et notre pâte les artisanales, d'ailleurs, il montre à où le petit. Les gens croustillent. En plus, on a le petit comme les pétés là. Ça commence, ça, franchement, les artisanales, quoi. Il veut dire où les gens ils recherchent ça beaucoup. Après, le petit boudin, le graton, la peau, quand ça, il pète. L'odeur, il vole de mouille arrive. Mais là, t'es fait la queue devant, la m'y rappelle. Voilà, ensuite, voilà, là, doucement, nous essayons de monter. Aujourd'hui, papa, il fait même les petits caries, donc voilà, modestement, nous essayons d'avancer. Modestement, mais aujourd'hui, il y a une chose, c'est que le samoussa, la reprise, enfin, le samoussa, comme plusieurs traditions de la Réunion, l'a repris de place dans la vie bonne réunionnais, surtout quand on monte un petit peu dans les hauts. Ça veut dire qu'aujourd'hui, de monde, il rôde samoussa, il rôde bonbon piment, et ça, il faut répondre à la demande. Oui.
Je dirais pas c'est un emblème pour le plat réunionnais, pour la tradition créole. Hein. Mais de plus en plus, quand. Il veut dire, nous créoles, nous rodons ça, oui, mais un touriste, quand il arrive à la Réunion, là, pour lui, un apéritif, les pâtes sont un petit bon piment, un petit samoussa. Et là, même s'il mange pas un peu de piment, on va prendre le samoussa de la cantine, on va essayer de goûter, on va pas qu'à zot, mais. Ouais, je t'y adapte à zot un petit peu à justement ce emblème créole-là, cette tradition-là. Pour vous, Mirella, ces samoussas, ces bonbons piments, tout ce qu'on a dans cette boutique, ça représente la Réunion? Sincèrement, oui. Vous connaissez, quand un moniteur de Roy arrive, il va par là, un zambrocal, un rougail saucisse, ou bien un rougail déo, il englobe quoi, le boucané, le zandouille, un bon rougail avec tout ça avec. Après, nous faisons on a ça en entrée, les petits apéros là, les gaillards, c'est ça, c'est nous, c'est un créole, la Réunion. Et justement, comment on voit cette tradition que les samoussas, comment on voit ça évoluer ou comment on voudrait faire évoluer? Comment il veut faire évoluer ça? Nous, comme ma soeur l'a dit, nous aimerions bien tenter un petit peu l'exportation. Après, il passe en paix, il connaît le transport, des fois, et le temps les imparti, c'est-à-dire s'il y a déjà 2 jours, il peut arriver 3. Là-dessus, il faut nous jouer. Après, ben voilà. Aujourd'hui, quoi on l'a pas encore fait que vous voudrez faire? Quoi, nous l'a pas en fin de compte, là, nous n'avons pas assez de place, mais moi, j'aimerais bien que mon papa, connaît la charcuterie, c'est son bébé, il a monté ça depuis le temps petit jusqu'à aujourd'hui. Moi, j'aimerais qu'il fait des ateliers culinaires avec nos clients. Et les samoussas aussi, nous avons plié, tout ça, ça serait le top, ça. Être au plus près des clients. Montre à d'autres comment il travaille la viande, il fait un curry. Bien sûr, parce que moi-même, j'ai 44 ans. Un curry la Corée, il n'est pas fait, monsieur. Parce que Nina a des techniques qui fait que quand on fait, il ne faut pas le foie là, il a un goût le cru, vous comprenez? C'est des techniques, il faut apprendre. Et où on pense qu'il faut transmettre ça? Tout à fait, parce que va perdre sinon. Alors, comment on pense que on va réussir à convaincre le papa de faire ces ateliers? Alors déjà, comme on l'a vu ici, nous les répartis en 2 espaces, c'est-à-dire l'espace de vente samoussa et charcuterie. Nous avons envie de monter un petit projet, c'est-à-dire une structure qui engloberait un espace culinaire. Là-dedans, on va pouvoir recevoir des clients que les désireux d'apprendre la tradition créole, vraiment la cuisine réunionnaise. Et est-ce qu'on en a déjà des gens qui ont demandé ça? Oui. Pardon, excusez-moi, Copao, mais oui. D'accord. Et aujourd'hui, donc, il faut mettre ça en place. Tout à fait. Et quel rôle vous veut jouer là-dedans? Quel rôle il veut jouer là-dedans? En fait, connaissez, aujourd'hui, on a les réseaux sociaux. De monde, les Nacelles va venir sur place et les Nacelles va voir nous à travers ces vidéos-là et nous va donner à notre envie, en fait. D'accord. Donc, on pense qu'en utilisant le numérique, Internet, ça se peut se faire. Tels que Facebook, tout ça, ben oui, pourquoi pas. D'accord. Et aujourd'hui, comment on transmet ça à Bonne Marmaille? Ben en fait, ma fille a fait quelques mois quand même d'apprenti avec nous. Après, c'est dommage. Après, elle a eu c'est dommage. Moi, quand on a eu mes petits-enfants, hein, on connaît quand on a de marmaille après, et puis pareil. Mais ma fille, elle est capable de faire un rougail saucisse, elle est capable de plier sa moussa, faire la farce. Je veux dire, franchement, il a un savoir quand même. Donc, pour vous, aujourd'hui, ce qui est important, c'est la transmission du savoir. Tout à fait. Va perdre sinon. Et est-ce que vous l'avez commencé à travailler là-dessus? Ou personnellement? Commencer à travailler là-dessus, non pas encore, mais réfléchir parce qu'il faut connaître qu'on mette une affaire en place là, il faut les penser et il faut passer une affaire reste là, il faut y grandir. Alors justement, c'est un petit peu ça le problème, c'est que la transmission, chacun y fait un truc de son coin. Aujourd'hui, la pointe, il dit voilà comment il fait un samoussa. Chacun fait sa façon. Et c'est ça qu'il faut préserver, c'est que garde tout le savoir plutôt que d'essayer d'imposer un savoir à tout le monde, le même savoir à tout le monde. Ben, en fait là, nous veut montrer ce que nous connaissons faire, mais des fois quand l'autre amène son petit peu du connaît, ils mettent avec, ben, nous essayons de mettre ensemble et puis je veux dire peut-être peut faire mieux. Mais le problème c'est que le créole il est jaloux de ce qu'il connaît.
Ben après, jaloux peut-être pas, mais chacun veut préserver son secret, je pense. C'est dommage. Justement, à ce niveau-là, comment vous les prêts à partager? Ben, comme à Diao, les ateliers culinaires, les gens vont voir exactement du début à la fin comment il fait les farces, comment il fait un curry, comment... Après, la pâte sera un petit peu difficile parce que c'est un peu long, c'est sur la journée. Ça, il faut nous voir. Mais nous, il est prêt à partager, il n'y a pas de souci. Dernière question, Mirella. Quel est le plus beau souvenir de tout ce travail que vous l'avez réalisé avec votre famille? Alors, le plus beau souvenir qu'on ait dans notre temps avant, là, quand on était un cochon, toute la famille était réunie, chacun était fait son petit... Je veux dire, chacun était mettre son grain de sel. C'était les super, tout le monde. Comment dire ça, c'est l'unité de tout ça, là, c'est ça qui est top. Toutes les avec les super, quoi. C'était la Réunion? Oui, c'est ça la réunion. Bonjour.